C'est le grand entretien de ce Smart Impact et j'accueille François Gemène. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue de vous accueillir sur ce plateau, politologue, co-auteur du 6e rapport du GIEC, enseignant à Sciences Po et à l'Université de Liège. Vous présidez le conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme et vous publiez la dernière version, la troisième version de La votre troisième, oui. Atlas de l'Anthropocène, c'est aux presses de Sciences Po. L'Anthropocène, la vitesse à laquelle l'homme modifie le milieu naturel. Est-ce que ça a encore progressé? Est-ce qu'on est dans une aggravation finalement de ce phénomène? Il y a effectivement une aggravation du phénomène qui est d'une certaine manière inéluctable parce que ce sont souvent des phénomènes de long cours. Ouais. Quand on prend le changement climatique, par exemple, c'est évidemment un problème qui va s'étaler sur plusieurs décennies. Il y a néanmoins aussi des progrès sur certaines solutions. La part de la voiture électrique dans le parc automobile mondial a progressé, la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial a également progressé. Donc, on est dans une sorte de paradoxe qui fait qu'en même temps, évidemment, notre impact sur la planète est de plus en plus grand, de plus en plus fort, mais en même temps, les solutions que l'on déploie progressent également. Le problème, évidemment, c'est la différence de vitesse. Les solutions ne progressent pas aussi vite que la situation ne se détériore. Si, alors on s'adresse beaucoup aux entreprises, aux chefs d'entreprise, au CAP dans cette émission. Est-ce que ce risque climatique, ce risque naturel, vous le voyez de plus en plus intégré à la stratégie des grandes entreprises ou des petites d'ailleurs? De plus en plus. Alors évidemment, il y a encore des entreprises qui sont encore un peu dans le déni par rapport à ce risque, mais ce que je vois, c'est que d'abord, beaucoup d'entreprises réalisent que ce risque climatique, ça représente aussi un risque pour leur chaîne de valeur. Oui, un risque Pour- financier. Et un risque financier, donc Ouais. un risque pour les fournisseurs, pour les clients, pour les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de distribution, les sites de production eux-mêmes, Ouais. et que le risque climatique est de plus en plus reconnu comme un véritable risque financier par des institutions comme la Banque de France ou la Banque centrale européenne, et évidemment par les assurances. Le coût des dommages climatiques double tous les 5 ans, et donc évidemment c'est la sonnette d'alarme la plus forte que nous avons. Ouais. On va ouvrir un chapitre sur la COP qui s'ouvre le 10 novembre au Brésil, à Belém, la COP 30, nombre de participants prévus environ 60 000, présidés par le secrétaire du climat, de l'énergie et de l'environnement au ministère des Affaires étrangères brésilien. Qu'est-ce que vous en attendez? Vous êtes membre du GIEC, ça représente encore un enjeu important pour vous? Ou alors, moi j'ai le sentiment quand on discute avec des scientifiques d'une forme de lassitude aussi. Dans quel état d'esprit vous êtes? Non, je pense qu'il faut considérer les COP comme l'équivalent d'un conseil des ministres hebdomadaire pour le climat. Ouais. Et vous n'avez pas, à chaque conseil des ministres, vous n'avez pas toutes les semaines une annonce d'une grande réforme annonce, ou un ouais. grand accord au sein du gouvernement. Et donc, il faut accepter le fait que certaines COP marquent des progrès importants, d'autres du surplace, voire quelques reculs. J'espère surtout qu'il n'y aura pas, paradoxalement, de trop gros reculs liés au retrait américain Ouais. et au désengagement d'autres pays, parce que cette COP, elle est importante à la fois parce qu'elle va être consacrée vraiment aux questions de déforestation et d'agriculture, qui représentent quand même un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et aussi parce que c'est dans le calendrier un des moments où on va faire le bilan par rapport à l'accord de Paris. Ce sera les 10 ans de l'accord de Paris. Et donc c'est une COP pour laquelle les gouvernements doivent revoir à la hausse leurs engagements. Pour le moment, il n'y a guère que la Chine qui a annoncé véritablement revoir à la hausse ses engagements. On y reviendra évidemment sur finalement est-ce que la Chine compense le backlash américain, mais est-ce que la COP parisienne, celle de 2015, ça a été la plus importante? Ou est-ce que, parce que je dis pas ça par cocorico, hein, Oui. si on essaye de Non, voir non, ça ça a tranquillement. été certainement, sinon la plus importante, une des plus importantes, parce que c'est celle qui va véritablement fixer un cadre avec un horizon. Ouais. Le problème, c'est qu'on a cet accord à la COP 21. En réalité, c'est l'accord qu'il aurait fallu avoir à la COP 1. Ouais. Parce qu'une fois que vous avez défini les objectifs, l'horizon, vous n'avez encore rien fait. C'est pour ça que l'accord de la COP 28 en 2023 est important aussi, parce que lui fixe des moyens, essaie de préciser comment on va y arriver. Mais on est encore très très loin. Le problème, c'est qu'il faut mettre 200 pays d'accord, que tout se décide au consensus. Donc imaginez trouver un consensus entre la Russie, les États-Unis, Israël, la Corée du Nord, la Chine, l'Inde Ouais. et l'Union européenne, sans compter tous les autres pays. Bonjour. C'est encore plus compliqué dans un climat géopolitique comme celui qu'on Bien vit sûr, depuis 5 ans. toutes les fracturations Ouais. géopolitiques, Ouais. tous les populismes et les extrémismes rendent cela beaucoup, beaucoup plus compliqué. Quand je prends par exemple le début des années 90, la coopération climat, les négociations commencent au début des années 90. Vous avez le sommet de la Terre à Rio en 92, vous avez la première COP à Berlin en 95, le protocole de Kyoto en 97. À ce moment-là,
tout avance en réalité très vite. Vous avez le premier rapport du GIEC en 90, puis la Convention climat en 92, la première COP en 95, Kyoto en 97. Tous les 2 ou 3 ans, on a une avancée majeure. Parce on que avance 89, fin de la guerre froide, on s'est dit c'est la fin de l'histoire. C'est le début de la mondialisation, Oui, on parle d'un village global, les États-Unis ça. réinvestissent la coopération internationale, et tout va très vite à ce moment-là. Si tout va très lentement aujourd'hui, c'est pas juste parce que les COP ne servent à rien, c'est aussi parce que le monde est extraordinairement fragmenté. Et pourtant, il y a des phénomènes de longue durée qui sont déjà à l'œuvre. Vous travaillez beaucoup sur les migrations climatiques et je voudrais qu'on s'y arrête un instant. À quel point elles sont à l'œuvre depuis combien de temps? Depuis le début de l'histoire de l'humanité. C'est ce que j'aime vous entendre, parce qu'il faut le rappeler, quoi. Je pense qu'il faut le rappeler. Les gens oublient souvent que l'environnement a toujours été un facteur de migration et que si les gens habitent là où ils habitent, c'est largement lié aux migrations. S'il y a autant de gens qui habitent en bordure de littoral, c'est pas juste pour avoir la vue sur mer, c'est aussi parce que historiquement, les sols y étaient plus fertiles. Si l'Europe a été peuplée par les hommes et les femmes préhistoriques, c'est parce qu'elle jouissait d'un climat tempéré et de ressources naturelles abondantes. Et puis, il y a toute une série de grandes catastrophes environnementales à travers l'histoire qui ont expliqué le déplacement entier de civilisations. Par exemple, juste un exemple, aux États-Unis, dans les années 1930, le grand exode du Dust Bowl, qui est raconté dans Les raisins de la colère, le roman de Steinbeck, explique comment les familles rurales de l'Oklahoma, du Texas et de l'Arkansas vont se déplacer vers la Californie à la suite d'une grande sécheresse. C'est ça. Et c'est à la suite de cet exode que la Californie est aujourd'hui le plus riche et le plus peuplé des États américains, la 5e économie mondiale. Donc ça, c'est le contexte historique. Mais alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et si on se projette à... alors, on sait qu'il y a cet objectif de ne pas dépasser les plus 2 degrés, mais imaginons qu'on est à plus 3, qu'on est à plus 4, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas du tout la même chose. C'est à quel point ça accélère des migrations climatiques. Évidemment, tous les grands changements environnementaux ont créé des déplacements importants de population, des reconfigurations géographiques de la population. On est à l'aube d'un changement environnemental majeur, et donc il va y avoir une certaine forme de redistribution géographique, avec soit des gens qui migrent spontanément, c'est déjà le cas aujourd'hui, soit des gouvernements qui commencent à déplacer certaines populations. L'exemple le plus frappant, c'est en Indonésie, où le gouvernement décide d'abandonner la capitale Jakarta et de créer une nouvelle capitale sur l'île de Bornéo, et donc potentiellement d'organiser le déplacement de 10 millions d'habitants. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça représente. On essaye de le visualiser. Surtout dans ce pays qui est en proie en ce moment à de très importantes manifestations. Et donc, de plus en plus, il y a ces reconfigurations qui vont être à l'œuvre. Et la question, c'est comment est-ce qu'on les anticipe pour s'assurer qu'elles se passent au mieux. Mais alors, parlons de l'Europe. Est-ce que c'est un impensé des discours politiques ou des stratégies de nos hommes et femmes politiques en Europe? Encore un peu. C'est-à-dire que nous avons tendance à le voir en Europe comme une sorte de risque futur, hypothétique, qui se matérialiserait uniquement si nous ne réduisons pas suffisamment nos émissions de gaz à effet de serre. Et on le voit comme une sorte de menace, comme une sorte de risque de chaos migratoire. Et donc, on agite un peu cette peur des réfugiés climatiques comme on agiterait un épouvantail. La réalité, c'est que ces migrations, elles sont déjà à l'œuvre, y compris en Europe. Parce que, d'abord, vous avez toute une série de migrants qui viennent notamment d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique de l'Est et qui sont déplacés pour des raisons dites économiques, on les appelait migrants économiques. Sauf que quand vos revenus dépendent de l'agriculture, ce qui est quand même le cas de la moitié des ménages en Afrique de l'Ouest, ben ça veut dire que vous dépendez aussi de l'environnement et que donc le changement climatique va affecter vos revenus et va être un déterminant de migration tout à fait important. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans une très belle exposition qui va ouvrir au Palais de la Porte Dorée à partir de la mi-octobre, qui va être consacrée à ces questions des liens entre migration et climat. C'est la première fois que le Musée national de l'immigration, et donc dans ce Palais de la Porte Dorée, va consacrer une exposition à cela, avec aussi une perspective historique, en disant, voilà, ces migrations climatiques, elles ont aussi toujours existé, y compris en France et en Europe. Mais quand je parle d'impensé, parce qu'on a pour la première fois été en solde négatif sur la question des naissances par rapport aux décès en France, c'est quand même une rupture par rapport à ce qu'était la démographie en France depuis longtemps. Et parmi les solutions, il y a une immigration de travail maîtrisée. Bien sûr. Donc, on pourrait aussi inverser la logique, se dire il y a aussi une opportunité liée aux migrations. On a beaucoup critiqué Angela Merkel quand elle a ouvert la porte de l'Allemagne aux réfugiés syriens parce qu'elle s'est dit voilà des réfugiés qualifiés dont le pays va avoir besoin pour des raisons économiques et démographiques. La réalité, si on veut se dire les choses très clairement, c'est que dans un pays où la sécurité sociale fonctionne sur une logique de répartition, où les plus jeunes cotisent pour les plus âgés, si vous n'avez pas davantage de jeunes que de personnes âgées
Or, ce n'est plus le cas aujourd'hui et ça sera de moins en moins le cas dans le futur. Vous allez avoir un système qui va littéralement dans le mur. Donc, soit vous changez le système de retraite, le système de sécurité sociale, et certains pays peuvent assumer un déclin démographique. Le Japon assume en ce moment un déclin démographique, c'est possible. Soit vous vous dites, si on veut financer ce système et si on veut que le système continue à fonctionner, il faut qu'il y ait davantage de jeunes, de cotisants, que de personnes qui bénéficient de cotisations. Donc ça veut dire qu'il va vous falloir une immigration pour des raisons économiques et pour des raisons démographiques. Alors, soit on assume ça et on lui dit clairement, à ce moment-là, on se dit comment est-ce qu'on va l'organiser, comment est-ce qu'on va former les gens, comment est-ce qu'on va mener de vraies politiques d'intégration. C'est ce que j'allais vous dire, parce que ça n'exonère pas nos sociétés de mieux réussir l'intégration. Exactement. Alors pour le moment, je pense qu'en réalité, quand on regarde les chiffres de l'immigration, en réalité, on n'a pas une explosion démographique de l'immigration en France. Là, par contre, ce qui va créer une véritable anxiété qu'il ne faudrait pas nier dans la population, c'est le sentiment que cette immigration n'est pas maîtrisée, que beaucoup de nouveaux venus ne vont pas s'intégrer. Oui, qu'il y a un remet en phénomène cause, de criminalité, voilà. de remise en cause, d'insécurité culturelle, etc. Et donc, il y a un vrai enjeu sur l'intégration. Et je crois que le problème que nous avons en France, c'est qu'on a toujours considéré que les gens qui arrivaient devaient naturellement s'adapter aux mœurs, aux coutumes, aux lois, etc. du pays. Et que, en quelque sorte, le pays d'accueil n'avait rien à faire en termes d'intégration, et on n'a jamais vraiment développé de politique d'intégration. Il y en a d'autres qui le font mieux. Il y en a d'autres qui le font mieux. Ouais. Il y a des pays comme le Canada ou la Nouvelle-Zélande ont de vraies politiques d'intégration qui passent aussi par une vraie politique de lutte contre les discriminations. Et donc, si on veut que ça marche, il faut absolument développer des politiques d'intégration. Sinon, ça ne peut pas marcher. On se retrouve dans cette situation de polarisation intense du débat comme on l'a aujourd'hui. Alors, je voudrais qu'on parle de ce backlash, ce retour en arrière aux États-Unis, en Europe. Alors, c'est conséquence d'un choix démocratique. Hein. Il faut quand même commencer par là. Hein. C'est à la fois aux États-Unis et les élections européennes qui ont porté ce retour en arrière. Pourquoi les listes qui portent l'ambition climatique n'arrivent pas ou moins à convaincre? Je pense qu'elles ne se remettent pas suffisamment en question dans le message qu'elles portent. Et je pense que c'est important, et vous l'avez rappelé, de rappeler que ce backlash, il est démocratique. C'est-à-dire que les gens ont voté aux États-Unis pour Donald Trump, et le programme de Donald Trump sur le sujet était extrêmement clair. Non seulement je vais nier le changement climatique, mais je vais même l'accentuer en relançant les forages. Pareil, en Europe, aujourd'hui, le fait d'être ouvertement dans le déni par rapport au changement climatique, ce n'est pas du tout rédhibitoire pour les électeurs. Et on voit d'ailleurs une progression du climato-scepticisme dans l'opinion. Donc, à l'évidence, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je pense qu'il y a 3 grandes raisons pour cela. La première raison, c'est qu'il y a effectivement une montée du complotisme et du conspirationnisme dans nos sociétés qui fait qu'une partie des gens vont s'enfermer dans une bulle de réalité alternative. Ceux-là seront difficiles à récupérer. Une deuxième raison, c'est un rejet politique. C'est-à-dire que les gens n'acceptent pas toute une série de mesures de transition prises au nom de la lutte contre le changement climatique qu'ils estiment injustes, qu'ils estiment inéquitables, qu'ils estiment qu'ils vont heurter la compétitivité de nos entreprises. Et donc, parce que vous rejetez les politiques, vous allez aussi rejeter un peu la science sur laquelle elles s'appuient. Et là, ce qu'on appelle l'écologie punitive, c'est qui est certainement une caricature, mais bon. Une caricature, etc. Mais l'enjeu, c'est de voir comment de cette écologie qui apparaît aujourd'hui comme une contrainte qui nous tombe sur les épaules, on parvient à faire un projet. Et puis la troisième raison, c'est une raison sociologique. Beaucoup de gens ne vont pas se reconnaître dans le discours sur le climat qui est porté soit par des chercheurs, soit par des militants. Ils vont estimer que c'est un discours qui est mêlé à d'autres luttes anticapitalistes, de lutte des classes, qui peuvent être légitimes mais dans lesquelles les gens ne vont pas se reconnaître et donc qui vont rejeter en fait les messagers et donc qui vont rejeter de ce fait le message. Et là, il faut aussi admettre que parfois, le discours écologiste a donné l'impression d'être un discours un peu donneur de leçons, qui allait régenter la vie des gens. Et je crois qu'il faut aussi s'interroger là-dessus. Ce sont des discussions que vous avez dû avoir avec Yannick Jadot, puisque vous faisiez partie de son équipe lors de la campagne présidentielle 2022, j'imagine. Oui. Et quelles leçons vous tirez de cette campagne électorale? Est-ce que vous êtes, avec le recul, vous dites j'ai eu raison d'y aller, parce qu'il faut mettre les mains dans le cambouis, ou est-ce que vous dites finalement, j'ai servi à quoi? J'avoue que je suis un peu ambivalent. Parce que d'un côté, je considère que quand vous êtes chercheur et que quand vous impliquez dans le débat public, ce qui est le cas encore avec cette émission d'aujourd'hui, au moment où la société doit faire des choix importants, comme lors d'une élection importante, ça serait hypocrite de vous retrancher dans votre tour d'ivoire et de dire « Ah, je ne mets pas mes mains dans le cambouis, la politique c'est ça, je ne me mêle pas de ça, etc. » Donc je pense qu'il
il y a une sorte de, moi je le vois comme une sorte de devoir d'honnêteté, de transparence, en disant voilà, évidemment, je travaillerai avec tout qui sera élu démocratiquement, mais il me semble que parmi les programmes en présence, Mhm. c'est tel programme qui me paraît le plus adéquat par rapport à l'enjeu que nous devons gérer. Le problème, c'est que, évidemment, dès l'instant où, quand vous êtes chercheur, vous acceptez de soutenir publiquement un Mhm. programme ou un candidat, eh bien, vous donnez l'impression d'être remarqué. C'est comme si vous ne vouliez plus travailler avec les autres, comme si Ouais. vous étiez catalogué dans un camp. Alors que l'optique que j'ai toujours eue, ça a toujours été de travailler avec tout le monde. Et donc, dès l'instant où le président a été élu, a nommé un ministre de l'Environnement, tout de suite, j'ai eu un contact avec lui, Christophe Béchu en l'occurrence, en Ouais. disant, voilà, j'ai pas soutenu votre programme, mais maintenant que vous êtes là, essayons de travailler ensemble. Ouais. Et on a eu une relation de travail tout à fait constructive. Et je trouve que c'est difficile, et c'est peut-être une question de maturité du débat politique, d'être assimilé forcément à un camp parce que Ouais. vous avez soutenu tel ou tel programme. Et ça ne veut pas dire que je suis aujourd'hui encore d'accord avec tout ce que disent les Verts, ni en désaccord avec tout ce que va dire le gouvernement. D'accord. Je vais m'appuyer sur une citation pour parler de l'épargne des Français. Une de vos citations. Arrêtons de nous imaginer plus pauvres que nous ne le sommes. En France, il y a entre 6 000 et 8 000 milliards d'euros d'épargne. Il faut permettre aux Français d'investir dans les énergies renouvelables. Ils seraient contents de savoir que leur épargne leur rapporte et sert les entreprises du pays. Euh, Quelle forme pourrait prendre cette mobilisation de l'épargne des Français? Ah, il y a plein de véhicules d'investissement possibles. D'abord, je Oui. pense que c'est important de rappeler ces ordres de grandeur. C'est considérable, entre 6 000 et 8 000 milliards d'euros. Oui. Aujourd'hui, on a le gouvernement qui On vacille en parce qu'il cherche 40. cherche de 40 milliards d'euros. Oui. Donc, vous voyez qu'en termes d'ordre de grandeur, évidemment, je ne dis pas que les gens vont devoir donner de l'argent au gouvernement parce que ce n'est pas leur rôle. Oui. Mais par contre, je pense que pour ce qui concerne le financement de la transition, où là aussi on court après l'argent, on se rend compte que le gouvernement n'a plus les moyens de la financer, Mhm. il y a en fait des véhicules d'investissement qui pourraient être très rentables. Aujourd'hui, les investissements dans les énergies renouvelables, c'est des investissements qui sont extraordinairement rentables. Tous les jours, je vois des startups de décarbonation Mhm. qui sont des entreprises extrêmement rentables, mais qui souvent sont financées sur le marché des private equity. Ouais. Évidemment, nos téléspectateurs sont entendus de ce que c'est, Mhm. peut-être pas des téléspectateurs les plus généralistes. Mhm. Et ça veut dire que c'est un marché qui n'est pas accessible Ouais. aux petits épargnants. Et je Ouais. pense que démocratiser les investissements dans ces startups de décarbonation, ça permettra à pas mal de Français d'utiliser leur argent à bon escient et d'avoir l'impression de faire quelque chose, et aussi de gagner beaucoup d'argent. Mais alors, pourquoi les gouvernements ne le font pas? Parce qu'il faut mettre une carotte fiscale, ça coûterait de l'argent. Je ne comprends pas pourquoi ils ne le font J'avoue pas. que je ne comprends pas. Je donne un autre exemple sur la question de la rénovation énergétique Oui. des logements. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une priorité absolue Bien sûr. aujourd'hui, que c'est un enjeu environnemental et social. J'entends bien qu'aujourd'hui, on n'a plus les budgets parce que ça coûte cher. On l'a vu avec ma prime rénov, la voilà. suspension. Bon, Une proposition que je fais, très concrètement, c'est de dire on a aujourd'hui un débat sur l'équité entre générations, avec les boomers qui sont parfois accusés de tous les maux. Ces boomers, une réalité, c'est qu'ils ont eu accès à la propriété beaucoup plus facilement que les jeunes aujourd'hui. Et donc, au moment où cette génération va s'éteindre, il y a beaucoup de logements qui vont être transmis aux générations suivantes et qui sont souvent en très mauvais état. Or, ces logements, les générations suivantes vont devoir payer dessus des droits de succession très importants, qui peuvent monter jusqu'à 30-40%. Je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas à la génération des boomers, aujourd'hui, d'engager des travaux de rénovation énergétique de leur logement avant de les léguer à leurs enfants et leurs petits-enfants, ouais. et le montant de ces travaux, vous le déduisez des frais de succession, ce qui permettrait aux plus jeunes d'accéder plus facilement à leur propriété, ça leur coûterait moins cher, de mobiliser les montants nécessaires à la rénovation, ça créerait de l'activité productive en France avec des emplois non délocalisables, et ça ne coûte pas un rond à l'État, puisque ce sont l'épargne des boomers qui Oui. sort l'argent. C'est moins de rentrée fiscale quand même, potentiellement. Je ne suis même pas sûr. Ouais. Par rapport au nombre de jeunes qui n'auront pas les moyens potentiellement de payer les droits de succession et qui renonceraient à la succession, je pense que potentiellement c'est aussi une opération fiscalement gagnante pour l'État, mais ça sera de toute façon dans 5 ou 10 ans. Voilà une proposition, j'en ai parlé à des députés de gauche, de droite, tout le monde me dit excellente idée, j'en ai parlé à la Fédération du bâtiment, aux artisans, tout le monde dit superbe idée, y compris symboliquement dans la transmission d'une génération à l'autre, et pourtant... Voilà, elle n'avance pas pour l'instant. Allez, un nouveau chapitre sur les liens. Faites le lien entre l'intensification des impacts du changement climatique et les reculs démocratiques. Je trouve ça très intéressant. Ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer ce lien? Aujourd'hui, beaucoup de gens ont l'impression que la lutte contre le changement climatique, ça va les amener à des restrictions de liberté, à des renoncements, etc.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que C'est vrai, c'est qu'on est en train d'écrire le droit de il y a l'environnement une sorte de droit de qui l'environnement qui n'existait est pas encore un trop peu tellement avant. balbutiant, Bon. qui reste mal appliqué aujourd'hui, etc. Euh, il faut bien comprendre que la lutte contre le changement climatique, au départ, c'est pas juste pour préserver l'état du climat. Le climat continuera à très bien se porter dans des milliards d'années. L'enjeu, c'est de préserver toute une série de droits et de libertés collectives, notamment l'accès à l'eau, à l'alimentation, Ouais. au logement, en particulier pour les plus vulnérables. Et c'est vrai que pour ça, potentiellement, il va falloir accepter certaines restrictions de liberté individuelle pour préserver des libertés collectives. Mais nous les acceptons parfaitement sur d'autres domaines. Quand vous circulez en voiture en ville, vous acceptez de vous arrêter au feu rouge. Ouais. C'est une restriction insupportable de votre liberté individuelle de franchir les carrefours à toute berzingue. Ouais. Mais vous le faites parce que vous savez que si vous n'acceptez pas cette petite restriction, la liberté collective de se déplacer en ville n'existera plus. Il y aura des accidents à tous les carrefours, des embouteillages partout. Et donc, je pense que pour le changement climatique, il va falloir aller aussi dans ce sens. Et on constate effectivement que plus les impacts du changement climatique se matérialisent, plus vous avez de la conflictualité notamment. Et donc, les liens entre les questions de climat et de sécurité commencent à être étudiés bien davantage depuis que le GIEC a reçu avec Al Gore le prix Nobel de la paix en 2007. Et donc, il y a des enjeux politiques aussi fondamentaux derrière cela. Et c'est pour ça que la question de l'urgence climatique, c'est aussi une urgence démocratique. Si je vous écoute, est-ce que ça veut dire que c'est plus facile pour la Chine d'imposer un virage environnemental à sa population? Oui. C'est ce à quoi on assiste. C'est ce à quoi on assiste. Ouais. Et c'est pour ça que moi, je ne me résous pas à une sorte de défaite de la démocratie par rapport à ça. C'est pour ça qu'il est tellement important que la question de la transition soit portée par un très large consensus. Parce que la transition, elle a besoin d'une vision de long terme. Alors, la Chine fait des plans quinquennaux et évidemment, les met en place de façon très dirigiste. Nous ne parvenons pas à donner un cap clair à la transition. Et aujourd'hui, cette question de la transition, elle est devenue de plus en plus idéologique, avec un camp politique qui s'en est parfois un peu emparé. Et le problème en démocratie, c'est que ceux qui sont majoritaires un jour seront minoritaires le lendemain et vice-versa. Or, pour tous ceux qui ont besoin d'investir, qui ont besoin d'une vision de long terme à 10, 15, 20 ans, c'est aujourd'hui extraordinairement compliqué parce que ça crée une incertitude et donc une instabilité et donc de l'immobilisme et plein d'investissements ne se font pas. C'est pour ça qu'il faut qu'on parvienne à construire autour de la transition un très large consensus social et politique, comme on a pu avoir sur l'abolition de la peine de mort, sur le droit à l'avortement, etc., de manière à ce que ça ne soit pas remis sans cesse en question à chaque élection. Si c'est remis sans cesse en question, vous n'avancez pas. Ouais. Est-ce que cette accélération du virage chinois compense le backlash américain? Pour le moment, dans une certaine mesure, oui. Ouais. D'abord parce que le backlash américain, pour le moment, c'est surtout un backlash politique. Ouais. Les investissements dans la transition, notamment dans les énergies renouvelables, continuent à se faire aux États-Unis parce que c'est du business, parce que c'est extraordinairement rentable. Ouais. Aujourd'hui, parce que l'Inflation Reduction Act qui avait été voté sous Biden, il continue de produire ses effets. certaines mesures continuent. Par D'accord. contre, il y a toute une série de subventions qui vont être amputées, notamment des subventions aux véhicules électriques, ce qui est paradoxal quand on connaît les intérêts d'Elon Musk. Mais c'est certain qu'aujourd'hui, l'État qui est en pointe aux États-Unis sur le développement des renouvelables, c'est le Texas, qui est pourtant un État républicain par excellence. Et donc, ce n'est pas une question idéologique, c'est vraiment une question économique. Et puis, il y a la Chine qui, effectivement, annonce avoir 5 ans d'avance sur ses objectifs climat. La Chine s'était engagée à atteindre son pic d'émissions en 2030 ou plus tard. Les observateurs estiment que ça a été fait vers fin 2024, début 2025. Et on voit que la Chine avance à toute allure sur des secteurs économiques porteurs de demain. Évidemment sur la mobilité électrique, sur le nouveau nucléaire et aussi sur l'énergie solaire. Rendez-vous compte, Thomas, que sur le premier semestre 2025, la Chine a installé en capacité solaire plus du double du reste du monde combiné. C'est impressionnant, effectivement. L'objectif principal des accords de Paris 2015, on rappelle qu'on fête le 10e anniversaire, c'était de limiter le réchauffement à plus de degrés. Et puis finalement, on a donné l'objectif plus 1,5. Pourquoi? Je pense que c'est une erreur politique tragique. Pourquoi est-ce que cet objectif de 1,5 degré, en quelque sorte, supplanté l'objectif de 2 degrés dans le débat public? Parce que, d'abord, il faut rappeler que cet objectif de 1,5 degré, c'est, je dirais, une sorte de lot de consolation qui est donné au moment de l'accord de Paris aux petits États insulaires. Les petits États insulaires avaient toujours milité pour un objectif plus ambitieux à 1,5 degré, qu'on savait depuis le départ irréalisable. Et donc, on a mis une petite phrase dans l'accord en disant « et si possible, 1,5 degré ». Et on a retenu 1,5 degré. Et on a retenu 1,5 degré. Et évidemment, les ONG se sont engouffrés dans la brèche. Je ne leur en fais pas le reproche. C'est leur job pour pousser à des politiques plus ambitieuses.
Et donc, les gens ont eu l'impression que si on dépassait 1,5 degré, ben, quelque part, la partie était perdue, Ouais. ça ne servait plus à rien. Donc c'est démotivant d'une certaine Et c'est façon. très démotivant, Ouais. alors que l'objectif central, il faut le rappeler, c'est bel et bien 2 degrés, 1,5 degré. On savait depuis le début que ce n'était pas atteignable. Et alors, il y a une sacrée différence. Si on est à 2, à plus 2 ou à plus 2,1 ou à plus 2,2, est-ce que c'est, alors exponentiel peut-être pas, mais ça change vraiment la donne? Ça change vraiment la donne, parce Ouais. que évidemment, vous rapportez ces augmentations de température Mhm. à une température annuelle moyenne mondiale, Ouais. qui est une valeur mathématique compilée à partir de milliers de relevés de stations météo. Ouais. Et toute déviation de cette valeur, évidemment, ça fait des impacts en cascade aux quatre coins du monde. Et donc, là où vous allez avoir, et je dis un chiffre au hasard, des risques de sécheresse multipliés par 2 à 1,5 degré, Ouais. ben, à 2 degrés, ça va être multiplié par 3 ou par 4 ou par 5. Donc, on est parfois sur certains risques vraiment sur une dynamique exponentielle. C'est pour ça que chaque dixième de degré va compter énormément et qu'on est sur un problème qui est graduel et pas binaire. Allez, il nous reste un peu plus d'une minute. Dernière question sur... parce qu'il y a une sorte de... Je sais pas, alors je disais lassitude tout à l'heure, ou peut-être de colère vis-à-vis des politiques, d'une forme d'inaction. Est-ce que vous comptez plus sur les entreprises aujourd'hui que sur les gouvernements? Je pense qu'effectivement, on a commis l'erreur de trop attendre des gouvernements, de penser que la transition allait être impulsée par les gouvernements, sauf que les gouvernements n'ont pas toujours les marges de manœuvre politiques, n'ont pas toujours la volonté politique et surtout n'ont pas les moyens. Or, aujourd'hui, quand je regarde les solutions qui sont mises en place concrètement, elles sont surtout mises en place par les entreprises et par les collectivités. Et je crois que c'est de cela dont on a besoin, de voir concrètement pourquoi la transition peut fonctionner et pourquoi on y a intérêt. Et c'est pour ça que le rôle des entreprises est absolument central. Merci beaucoup, François Gemène, et à Avec bientôt plaisir. sur Bismart for Change. Je rappelle que la dernière version de votre atlas de l'Anthropocène vient de paraître aux presses de Sciences Po. Et puis il y a cette exposition dont vous parliez qui Oui, est au Palais de la mi-octobre. Porte Dorée à partir de mi-octobre. Mi-octobre, Palais de la Porte Dorée. Merci beaucoup. C'est l'heure de Merci, Thomas. notre rubrique Startup tout de suite.